Le syndrome de Cotard. Mais qu'est-ce que c'est? Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin, mais quelque chose a changé. Vous vous regardez dans le miroir, mais vous n'êtes plus sûr que ce soit vous. Vous vous touchez votre bras, mais vous ne sentez rien. Une certitude terrifiante s'installe en vous. Vous êtes mort. Vous n'existez plus. Vos organes ont cessé de fonctionner. Et pourtant, vous êtes toujours là. Ce n'est pas le début d'un film d'horreur, mais la réalité vécue par les personnes atteintes d'une des affections psychiatriques les plus rares et les plus déroutantes qui soient. Le syndrome de Cotard, aussi appelé le délire de négation. Décrit pour la première fois à la fin du XIXe siècle par le neurologue français Jules Cotard, ce syndrome est bien plus qu'une simple idée macabre. C'est une conviction délirante et inébranlable. Le cœur de ce syndrome, c'est la négation. Mais la négation de quoi? Eh bien, de tout. La personne peut être persuadée de sa propre mort, c'est le symptôme le plus connu, le patient affirme être un cadavre ambulant, un automate sans âme, de la non-existence de ses organes. Certains diront qu'ils n'ont plus de cerveau, de cœur ou d'intestin, que leur corps est vide, putréfié de l'intérieur. De sa propre existence, le stade ultime, où la personne nie simplement le fait d'exister. Ce délire s'accompagne souvent d'autres symptômes très lourds. On observe une profonde mélancolie, une anxiété extrême et une insensibilité à la douleur physique. Après tout, comment un mort pourrait-il souffrir? Et c'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant et tragique. Certains patients convaincus d'être déjà morts développent une idée de damnation ou d'immortalité. Puisqu'ils ne peuvent pas mourir une seconde fois, ils se croient condamnés à errer sur Terre pour l'éternité. Cette conviction peut les amener à se mettre en danger pour tenter de prouver qu'ils ne peuvent plus mourir. Alors comment est-ce possible? Comment le cerveau peut-il en arriver à nier sa propre existence? Il faut d'abord comprendre que le syndrome de Cotard n'est pas une maladie à part entière mais un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes. Il est presque toujours associé à une autre pathologie, qu'elle soit psychiatrique ou neurologique. On le retrouve aussi dans des cas de dépression sévère, troubles bipolaires, schizophrénie, mais aussi suite à des traumatismes crâniens, des tumeurs cérébrales ou des AVC. L'explication neurologique la plus acceptée est fascinante. Elle ressemble beaucoup à celle d'un autre trouble étrange, le syndrome de Capgras, où le patient croit que ses proches ont été remplacés par des sosies. Tout serait lié à une déconnexion dans le cerveau. Imaginez, vous avez une zone dans votre cerveau pour reconnaître les visages, le gyrus fusiforme. Et vous avez le système limbique, le centre de vos émotions. Normalement, quand vous voyez un visage familier, comme le vôtre, ces deux zones communiquent. La reconnaissance du visage déclenche une réponse émotionnelle chaleureuse, un sentiment de familiarité. C'est moi. Chez un patient atteint du syndrome de Cotard, cette connexion serait rompue. Le patient voit son visage, son cerveau l'identifie intellectuellement, mais aucune émotion n'est générée. Il n'y a pas ce flash de familiarité. Face à cette absence totale de résonance affective, le cerveau tente de trouver une explication logique. Et ici, la conclusion la plus rationnelle qu'il trouve est terrible. Si je reconnais ce visage mais que je ne ressens absolument rien, c'est que ce n'est peut-être pas moi. C'est juste une coquille vide. Je suis mort. Face à une condition aussi extrême, peut-on guérir? La réponse est heureusement oui. Comme le syndrome de Cotard est souvent le symptôme d'une autre maladie, le traitement consiste principalement à soigner la cause sous-jacente. On utilise une combinaison d'approches. Des médicaments, antidépresseurs, antipsychotiques ou régulateurs de l'humeur peuvent être très efficaces pour rétablir l'équilibre chimique du cerveau. La psychothérapie, notamment les thérapies cognitives et comportementales, aide le patient à remettre en question ses croyances délirantes. Et dans les cas les plus sévères et plus résistants, le CT, aussi connu sous le nom d'électrochoc, a montré des résultats spectaculaires, bien que son image soit controversée. C'est aujourd'hui une procédure médicale, sûre et contrôlée qui peut littéralement redémarrer les circuits cérébraux défaillants et sauver des vies. Les cas les plus célèbres. Cas numéro 1. Mademoiselle X. C'est le cas princeps, celui décrit par Jules Cotard lui-même en 1880. La patiente qu'il nomma Mademoiselle X était une femme de 43 ans.
Elle affirmait ne pas avoir de cerveau, de nerfs, de poitrine ni d'estomac. N'être plus qu'une âme en décomposition. Persuadée qu'elle n'avait plus besoin de se nourrir puisqu'elle était éternelle et ne pouvait mourir de cause naturelle, elle a cessé de manger. Son histoire a une fin tragique. Elle est décédée de faim. Ce cas a démontré la dangerosité mortelle de ce délire. Cas numéro 2. Graham. Plus récemment, le cas de Graham a fait le tour du monde. Après une grave dépression et une tentative de suicide dans son bain avec un appareil électrique, Graham s'est réveillé avec une nouvelle certitude. Son cerveau était mort. Il l'avait grillé dans le bain. Il passait ses journées au cimetière car c'était le seul endroit où il se sentait à sa place. Il disait « Je n'avais plus besoin de manger, de parler ou de faire quoi que ce soit. J'ai fini par passer mon temps au cimetière parce que c'était ce qui me rapprochait le plus de la mort. » Ce qui rend son cas exceptionnel, c'est que les médecins ont pu analyser son cerveau avec des scanners PET, et les résultats étaient stupéfiants. L'activité métabolique dans les larges zones et ses lobes frontaux et pariétaux était si faible qu'elle ressemblait à celle d'une personne sous anesthésie dans un état végétatif. Pourtant, Graham était éveillé et conscient. Son cerveau fonctionnait littéralement comme celui d'un mort-vivant. Heureusement, après des mois de traitements médicamenteux et de thérapie, Graham a pu se rétablir complètement. Cas numéro 3, le cas de Dead. Le cas de Per Yngwie Olin, plus connu sous le nom de scène Dead, le chanteur du groupe de black metal norvégien Mayhem, est l'un des exemples les plus cités et les plus tragiques lorsqu'on évoque une possible manifestation du syndrome de Cotard. Il est important de préciser d'emblée qu'il n'a jamais été officiellement diagnostiqué. Il s'agit d'une analyse rétrospective basée sur ses écrits, ses interviews et les témoignages de ses proches. Cependant, la corrélation entre ses comportements et les symptômes du syndrome est frappante. Voici les éléments clés du cas de Dead. L'événement déclencheur, une expérience de mort imminente. Le point de départ de son obsession pour la mort remonte à son enfance. Vers l'âge de 10 ans, suite à un épisode de harcèlement scolaire particulièrement violent, il a eu une rupture de la rate. Il a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré cliniquement mort pendant plusieurs minutes avant d'être réanimé. Pour lui, cet événement n'était pas une expérience de mort imminente, mais sa mort réelle. À partir de ce jour, il a été convaincu qu'il n'était jamais vraiment revenu. Il se considérait comme une entité décédée, un esprit errant dans un corps qui ne lui appartenait plus. Les symptômes des comportements Cotard-like. Ses actions et sa personnalité tout au long de sa courte vie d'adulte sont une illustration presque parfaite du délire de négation. Conviction d'être un cadavre. C'était le cœur de son identité. Il répétait à ses amis et aux journalistes qu'il n'était pas un être humain. Il affirmait qu'il était un corps en décomposition. Comportement morbide. Ses actions visaient à se rapprocher de l'état de mort. Il enterrait ses vêtements pendant des semaines avant les concerts pour qu'ils sentent la terre et la pourriture. Il était connu pour garder un corbeau mort dans son sac en plastique, qu'il reniflait avant de monter sur scène pour inhaler l'odeur de la mort. Il pratiquait l'automutilation sur scène, se coupant avec des tessons de bouteilles ou des couteaux. Ce n'était pas pour le spectacle, mais semblait être une tentative de se sentir vraiment vivant, ou au contraire de prouver qu'il ne pouvait pas vraiment souffrir puisqu'il était déjà mort. Le corpse paint. Contrairement à d'autres musiciens de black metal qui utilisent pour paraître démoniaque ou agressif ou juste faire partir des codes du black metal, le but de Dead était littéral. Il voulait ressembler à un cadavre. Son maquillage blanc et noir n'était pas une esthétique, mais une tentative de faire correspondre son apparence extérieure à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Isolement et mélancolie profonde. Les membres de son groupe le décrivaient comme extrêmement introverti, dépressif et morbide. Il passait des heures seul dans sa chambre, dessinant des scènes macabres et écrivant les lettres sur ses sentiments de non-existence. La fin tragique, une suite logique. Pour certains persuadés d'être morts ou simplement coincés dans le monde des vivants, le suicide n'est pas vu comme une fin de vie, mais plutôt comme un retour à son état naturel. En avril 91, à l'âge de 22 ans, Per Olin s'est suicidé dans une maison isolée où le groupe vivait.
Il s'est tranché les veines et la gorge avant de se tirer une balle dans la tête avec un fusil de chasse. Il a laissé une courte note, s'excusant de tout le massacre qu'il avait laissé, et expliqué qu'il appartenait à la forêt, etc. Tragiquement, la découverte de son corps par son camarade de groupe, Euronymous, a donné lieu à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la musique. Au lieu d'appeler immédiatement la police, il a pris des photos du corps, dont une a servi de couverture à un album pirate. Il aurait ramassé des fragments de son crâne pour en faire des colliers. Le cas d'Ed est un cas d'école tragique d'un possible syndrome de Cotard non traité, aggravé par une dépression sévère et un environnement qui, au lieu de lui offrir de l'aide, a semblé entretenir et même exploiter son délire. Au lieu de lui offrir de l'aide, sa conviction profonde d'être mort a dicté chaque aspect de sa vie, de son art à sa mort, faisant de lui une figure légendaire et profondément triste de l'histoire du métal. Le syndrome de Cotard nous pousse aux frontières de la conscience et de l'identité. Il nous rappelle à quel point notre sens de soi est une construction fragile et complexe, orchestrée par des milliards de connexions neuronales et une alchimie délicate dans notre cerveau. C'est un aperçu terrifiant de ce qui se passe quand le fil qui nous relie à nous-mêmes se rompt, mais quand aussi une preuve de l'incroyable résilience de l'esprit humain et des progrès de la science, qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre et de soigner ces abîmes de la pensée. Notre réalité n'est peut-être qu'une perception, mais c'est la seule que nous ayons, et elle est précieuse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!